sachez que c'est lourd. Alors en général, les déménageurs détestent les profs qui déménagent parce qu'il y a trop de livres. Donc 20 livres, c'est important. Alors, on y va. On va aller le mettre ensemble dans la bibliothèque. Il est là. Il est bleu. C'est bien, ils m'ont mis mes fils barbelés, je suis contente. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais je vous assure, franchement, les fils barbelés, ça a été compliqué pour les avoir. Bon allez, je vais aller vous expliquer un petit peu toute cette démarche autour de ce nouveau livre. Bien, donc après cette longue introduction, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo instant promotionnel dans lequel du coup je vais vous parler de mon nouveau roman qui, comme la dernière fois, surgit de nulle part, tombant du ciel, que j'ai été chercher à la poste parce que il avait été livré à la poste et que vu le colis, le paquet ne rentre pas dans ma boîte aux lettres, vous vous en doutez bien. Donc ce nouveau roman, eh bien une fois n'est pas coutume, parlera encore une fois de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas dit que cela n'arrive pas de nouveau. Donc ce second roman n'est pas comme le premier roman, qui, je le rappelle, s'intitule Les Forces de l'Ombre, donc ça nous en fait deux, ils sont trop bien. Vous savez, ça procure à peu près la même sensation, je pense, que d'avoir des enfants. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne font pas de bruit, ils se glissent dans des bibliothèques, ils se rangent, et une fois que vous les avez lus, ils ne viennent pas vous retrouver de nouveau et vous embêter comme des enfants. Donc je vous conseille les livres, parce que vous aurez plein d'enfants, sans le bruit. Blague à part. Donc je vous rappelle que Les Forces de l'Ombre, que vous pouvez toujours trouver, alors en librairie à commander je pense, sinon directement sur des sites, il suffit de taper Les Forces de l'Ombre, ou maintenant du coup de taper Le Sang des Oubliés. Ce sont tous les deux des livres qui se passent durant la Seconde Guerre mondiale, ce sont des fictions historiques, donc des romans historiques inspirés de faits réels, mais c'est pas exactement quand même la même histoire, parce que j'allais pas vous écrire deux fois la même histoire, sinon à un moment donné vous alliez me dire t'es gentil, merci, mais est-ce que tu peux un peu varier? Déjà que j'ai pas varié la période historique, alors si en plus je varie pas l'histoire. Pour déjà vous brosser un petit peu le contexte, il se trouve que avec ma collègue d'allemand, on travaille autour de la mémoire, de l'histoire et de la lutte contre les préjugés franco-allemands, pour expliquer que les Allemands, c'est pas que des méchants. Voilà, les nazis, c'est pas tous les Allemands. Et du coup, nous avons emmené les élèves au mémorial de la Shoah en février dernier. Et il se trouve que nous étions en train de déambuler au mémorial de la Shoah, enfin de déambuler, d'observer, d'écouter la guide, quand ma collègue de français, Marion, parce que Marion m'accompagne partout, vous avez bien compris, et elle me regarde et elle me dit « Tu ne dois pas encore écrit quelque chose sur les déportés ». Il se trouve que c'est quelque chose, en réalité, que j'avais déjà commencé à faire, mais que je ne m'étais jamais totalement donné le droit de faire, parce que j'ai lu énormément de témoignages qui parlent justement des déportations et des personnes durant la Seconde Guerre mondiale qui ont été déportées, et je ne m'estimais pas le droit d'écrire une fiction sur eux dans la mesure où je pars du principe que la réalité est déjà suffisamment tragique et horrible pour ne pas qu'on rajoute des fictions. Donc je m'étais dit, le problème c'est qu'une fiction, ça ne sera jamais comme la réalité, ça ne sera jamais comme un témoignage. Mais d'un autre côté, il y a des choses quand même qui me questionnaient, notamment le fait que on parle beaucoup effectivement des déportés juifs, ce qui est logique puisque c'est la majorité des convois de déportés, donc la plupart de ceux qui effectivement ont été emmenés dans les camps puis qui ont été exterminés sont des juifs. Toujours est-il qu'ils n'ont pas été les seuls. Donc je me suis dit, ça serait bien effectivement d'avoir un livre qui soit inspiré de témoignages réels et qui se base sur ceux qui ont été oubliés par la mémoire, parce que actuellement il y a des associations justement qui militent pour une mémoire qui soit plus inclusive pour réhabiliter notamment la mémoire de ceux qu'on a tendance à mettre de côté, qu'on oublie généralement de mentionner, à savoir par exemple les personnes homosexuelles, les personnes ziganes, les personnes en situation de handicap ou d'autres personnes qui ont été déportées, les slaves, des communistes, des résistants. Donc l'idée c'était aussi de pouvoir avoir un livre qui rassemble à partir de ces différents témoignages, tout ça. Donc pour le réaliser, je me suis appuyée sur des témoignages. Voilà. Alors parce que à la base, moi quand je dis je suis expert de la Seconde Guerre mondiale, on n'est jamais expert d'une période particulière, et surtout ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait les historiens ont des domaines de prédilection. Donc moi, ce sur quoi j'avais travaillé en fait c'était sur les témoignages et sur
les photographies, alors c'était dans la Grande Guerre en plus, et sinon pour la Seconde Guerre mondiale, c'était sur les témoignages et sur l'expérience concentrationnaire, c'est-à-dire comment les gens, c'est ce qu'ils retranscrivent dans leurs témoignages, comment en fait, après avoir vécu une telle histoire, une telle expérience traumatisante, et ben quand même arrivent à vivre avec ça. Donc, mes personnages, c'est des sources d'inspiration de différents témoignages réels. Alors, Ida Crispan, je pense que vous êtes peut-être beaucoup à la connaître parce qu'elle a beaucoup témoigné dans les écoles, donc il y a écrit J'ai pas pleuré. Je me suis évadée d'Auschwitz, alors il y a eu 63, je crois, d'évasions de ce camp. Je suis désolée, je sais que je le prononce pas comme il faut, je le prononce pas bien, ma collègue d'allemand me le dit souvent. Mais c'est Auschwitz. Mes élèves germanistes viendront me corriger. Voilà, donc ça c'est un témoignage qui est très intéressant parce que notamment ça parle également de la résistance au sein du camp et justement ma collègue Marion qui avait fait ma bêta lecture, c'est-à-dire qui avait lu mon texte pour me dire ce qui allait pas, m'avait dit je savais pas qu'en fait il y avait des résistants et qu'il y avait aussi un marché noir dans les camps et donc oui en fait il y avait tout un marché noir qui était alimenté à Auschwitz, bon voilà, et qui permettait à certains en fait de survivre et beaucoup de personnes qui sont rentrées assez tôt dans les camps, c'est parce qu'il y a eu la résistance, parce qu'ils ont réussi à avoir plus de nourriture ou à se procurer d'autres choses qu'ils ont réussi justement à survivre plus longtemps. Et sinon, les deux bouquins surtout qui m'ont beaucoup servi pour le personnage de Louis, parce que là pour les autres, pour Erza et pour Esther, je vous en parle après, c'était plutôt ces livres-là. Sinon pour Louis, alors déjà la première chose c'est Les homosexuels en France, du bûcher au camp de la mort. Alors ça, c'est une thèse. C'est une thèse qui est sortie, qui a été publiée par Arnaud Bouligny, de l'Association des oubliés de la mémoire. Sachant qu'en France, il n'y a pas eu beaucoup, alors on met des guillemets à beaucoup, mais de déportations pour motif d'homosexualité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu plus de déportés homosexuels que ce qui est mentionné, puisque je crois qu'il y en a à peu près 89, donc il y en a eu certainement plus. Mais pour ce motif-là, il n'y en a eu qu'un nombre limité. Après, encore une fois, certainement que parmi le lot de personnes déportées, il y avait des personnes homosexuelles qui n'ont pas été comptées. Et il y a surtout le témoignage du coup de Pierre Selle, qui est un des seuls témoignages qu'on possède sur un déporté homosexuel français, alsacien, puisque l'Alsace et la Lorraine étant devenus allemands, ils étaient passés du coup sous le paragraphe 175, qui est celui qui indiquait que désormais étaient passibles du coup d'être mis en prison toutes les personnes qui étaient homosexuelles. Je reviens donc sur mon texte. Sans des oubliés, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de trois personnages. C'est l'histoire de Louis. Louis a 17 ans et il est emprisonné au camp du Struthof. Le camp du Struthof, c'est celui qui se trouve sur cette photographie et qui est un camp qui est en Alsace. Un des seuls camps qui se trouve en France. Dans la région donc qui avait été annexée par les nazis. Louis, il a été enfermé là-bas pour motif d'homosexualité parce qu'il a été surpris avec son petit ami dans un parc. Il ne faisait rien, mais comme c'était pénalisé, ils ont été du coup arrêtés et condamnés à une peine de prison du coup dans ce camp, sachant que son petit ami, Juan, lui, était tzigane. Donc ça rajoutait, si vous voulez, au motif de sa déportation, puisque les nazis considèrent qu'il faut se méfier des gens du voyage qui ne sont pas stables, qui se déplacent et qui du coup pourraient potentiellement du coup être dangereux. Il y a beaucoup de personnes dont les nazis considéraient qu'il fallait se méfier et se débarrasser. Je pense que ça tout le monde l'avait compris. En fait, Louis, ça démarre quand il est libéré de ce camp. Il est libéré de ce camp parce que on considère que désormais son cerveau a bien été lavé et il peut, en tant que citoyen allemand, puisque l'Alsace est redevenue allemande, intégrer du coup l'armée allemande, la Wehrmacht. Sauf que Louis n'a aucunement l'intention d'intégrer l'armée allemande, contrairement à son frère qui est parti du coup se battre avec les Allemands, et il décide de partir à Paris. À Paris, il va rencontrer Esther, donc Esther qui est le deuxième personnage qu'on a dans ce livre, qui est une jeune étudiante infirmière, qui donc souhaite devenir infirmière, et qui, grâce à l'intermédiaire de son père, fait de la résistance au sein du scoutisme juif. Donc, elle est juive, elle vit dans le quartier du Marais. Alors il y avait beaucoup de juifs, et notamment de juifs étrangers qui s'étaient réfugiés en France, qui vivaient dans ce quartier à cette époque, et donc Esther, avec son père, va souvent au dispensaire de l'hôpital pour pouvoir aider des personnes. Et donc, par cet intermédiaire, elle a rencontré Louis et ensemble, ils résistent. Et le troisième personnage que vous avez, c'est Ezra. Donc Ezra, c'est son cousin à Esther, qui est obligé de fuir Berlin, où il habitait avec sa famille, lorsque son père est arrêté, qu'il va être emmené à Varsovie, puisque son père, à la base, était polonais, donc on lui retire en fait sa nationalité allemande, puisque selon les lois de Nuremberg qui ont été votées en 1935, les nazis ont retiré leur nationalité
aux citoyens en fait allemands juifs, donc il redevient polonais et il l'expulse en Pologne. Donc Ezra et sa mère ainsi que sa petite sœur qui est en situation de handicap, enfin il a 2 sœurs et il en a une qui est atteinte de trisomie 21, vont venir en France, du coup se réfugier chez leurs cousins français, chez la famille d'Esther. C'est une histoire dans laquelle on va retrouver quoi? On va retrouver déjà toutes ces personnes qui ont été oubliées par la mémoire, avec l'idée de montrer qu'ils ont aussi fait partie des convois de déportés. C'est une histoire où on a du coup 3 points de vue, Louis, Ezra et Esther, et chacun donc va résister, sachant qu'Ezra, lui, il a un peu plus de mal avec la résistance, parce qu'il est un peu plus poète, un peu plus dans sa tête, donc c'est plus des résistances, si vous voulez, par les mots qu'il aurait eu tendance à faire, et encore que c'est compliqué pour lui. Alors que Esther, elle a quand même un très fort caractère, de même que Louis, vous allez vous apercevoir que les deux, ils se ressemblent un petit peu, ce qui n'est pas vraiment le cas d'Ezra, qui vont résister jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés, et là, à ce moment-là, ils seront du coup déportés. Ici, c'était aussi une histoire de résistance, mais là, on était vraiment sur 2 personnages qui se rejoignaient dans le Vercors, et qui résistaient en se battant avec des batailles à l'intérieur du Vercors. C'est pas du tout pareil ici, parce que c'est de la résistance, mais c'est plus de la résistance via des tracts qui sont distribués aux étudiants ou via l'aide à la personne qui était apportée au sein du scoutisme juif. Et après, c'est surtout sur les déportations. C'est une histoire d'amitié et d'amour familial. C'est pas une histoire d'amour, donc déjà ne cherchez pas, Louis est homosexuel, il ne sortira pas avec Esther, et Ezra, c'est le cousin d'Esther, il ne sortira pas avec Esther. Voilà. Je dis ça parce que souvent, dans ce livre-là, on vient me demander s'il y a une histoire d'amour. Donc... oui, dans ce livre-là, il y a une histoire d'amour, même si c'était pas le but du livre. Moi, à la base, je voulais juste montrer des histoires de résistance et de résistance par la plume et par le fusil, mais voilà, il y a une histoire d'amour et j'ai bien compris que vous aimiez bien les histoires d'amour. Maintenant, j'ai reçu aussi quelques petites questions du coup de la part d'abonnés qui me demandaient comment ça s'était passé pour l'édition. Donc, comme la dernière fois, c'est un livre qui est publié aux éditions City dans la collection Terre d'Histoire. Donc c'est une collection qui est spécialisée dans les romans historiques. C'est la même maison d'édition qui m'avait publié avant. Pour pouvoir leur présenter le livre, j'ai tout simplement écrit à mon éditrice, je lui ai dit voilà, j'ai écrit un nouveau roman, est-ce que je peux vous le partager? J'ai envoyé un synopsis, c'est-à-dire un résumé détaillé de mon histoire, et après, elle l'a fait lire au directeur. Alors la petite blague de l'histoire, c'était que moi, au départ, j'avais même pas relu le bouquin, c'est-à-dire que je l'ai écrit vite, puisque Marion m'a dit tu pourrais l'écrire, c'était le 20 février, peut-être aux alentours mi-février, et du coup je l'avais terminé, je crois, genre le 14 mars, ou peut-être avant même, je crois, je sais plus, et du coup je me suis dit, allez vas-y c'est bon, je l'envoie à ma maison d'édition, et puis on verra. Et le lendemain du mail, elle m'a envoyé un message me disant, ok, donc moi j'étais là, comment ça ok? Enfin ok. Donc j'étais super embêtée au départ parce que je me suis dit, mais je l'ai même pas relu. Il faut que je relise oui, d'accord, mais il faut que je vérifie quand même si tout ce que j'ai dit, ça va. Non, parce que j'ai été traumatisée par mon histoire précédente dans laquelle mon ancienne prof d'histoire m'a fait remarquer que le parmesan qui était utilisé par Carla pour faire ses pâtes, il n'y en avait pas en fait à ce moment-là, donc c'était pas possible. Donc moi j'ai envoyé un message à mon ancienne prof d'histoire en lui disant ils peuvent boire de la bière? Non, parce que je sais qu'avec les tickets de rationnement, il y a des choses qu'ils boivent pas ou qu'ils peuvent pas manger, donc est-ce qu'il y avait de la bière s'il te plaît? Donc bon, ça va, elle m'a rassurée. Elle m'a dit qu'à toutes les époques, les gens buvaient de la bière. Donc j'ai été, pour ce livre, vérifier les lignes de métro, parce que j'ai Louis qui prend le métro. Il prend le métro pour pouvoir aller de Paris jusqu'aux industries Renault où il travaille, et en fait j'étais très embêtée parce que figurez-vous que la ligne qui permet du coup d'aller jusqu'aux industries Renault n'existait pas jusqu'au bout, donc j'étais obligée de faire marcher Louis. Alors pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que c'est très important quand on écrit un livre historique. Je vous renvoie à ma vidéo sur du coup comment écrire et publier des livres historiques, de vérifier si ce que vous dites est cohérent historiquement, parce que ce qui est valable à notre époque ne l'est pas forcément à l'époque d'avant. Donc ça, à vérifier quand même. D'ailleurs au passage, si vous êtes friand de podcasts, que vous aimez bien parce que c'est pas mal, ça permet de se passer de la vidéo et d'avoir juste un audio, je vous invite à aller écouter du coup celui auquel j'ai participé sur le podcast Les mots raturés de Margot de Seine, donc qui m'a interviewé au sujet justement de ces 2 romans. Donc vous pouvez aller l'écouter. Je me suis un peu embrouillée, mais je reviens du coup sur mon histoire. Donc ce livre-là, je l'envoie à mon éditrice, elle me dit ok, je me suis dit oups, il faut que je le relise. À ce moment-là, je le relis, puis pouf, je l'envoie. Alors, Marion était en train de le lire mais elle n'avait pas terminé et je l'envoie à mon amie Mégane que vous avez certainement peut-être déjà vu. Sinon, je vous renvoie également à sa vidéo dans laquelle elle parle du coup de son métier puisqu'elle est professeure des écoles. D'ailleurs, encore une fois Mégane, félicitations pour l'obtention du concours. Je suis très fière de toi. Et donc Mégane, qui est ma correctrice attitrée parce qu'elle repère les fautes d'orthographe comme jamais,
Oui, parce qu'on fait des fautes d'orthographe, personne n'est parfait. Je ne suis pas parfaite, je fais beaucoup de fautes, notamment de participes. Voilà, j'ai un problème avec les participes depuis toujours. Et figurez-vous que je me suis rendu compte, enfin plutôt mon amie Mégane m'a fait remarquer, que si j'avais un problème avec ça, c'était parce que je n'entendais pas le son et. Bon, en gros, vous faites l'expérience. Si vous êtes du Sud, le lait, L-A-I-T, vous le prononcez comme le lait, enfin comme il est, comme aller. Enfin, moi, je fais pas de différence entre A-I-T et E. Et en fait, a priori, il y a une différence. Voilà. Vous ne pouvez pas prononcer pareil. Alors, les gens du Nord, j'imagine que vous n'avez pas ce problème, puisqu'a priori, ça se prononce différemment. Mais dans le Sud, figurez-vous que c'est un vrai problème. Donc, moi, toute ma vie à l'école, on m'a dit, mais je comprends pas comment c'est possible que tu confondes les verbes et les participes. Eh ben, il a fallu que j'attende 27 ans pour qu'on me fasse remarquer qu'en fait, si je les confondais, c'est tout simplement parce que je les entends pas. Je suis en train de mourir de chaud. Je sais pas vous quelle température il fait, mais franchement, cet été, c'est infernal. Puis alors, ça va pas lancer en juin. Bon, du coup, une fois que toutes mes amies, que Mégane et Marion ont terminé de lire l'histoire, je l'ai renvoyée à la maison d'édition, et après, vous entrez dans un processus donc éditorial, c'est-à-dire que vous avez des retours de l'éditrice, et vous avez des retours également ensuite de la correctrice, bon là c'était un correcteur, qui vous corrige les fautes ou éventuellement des incohérences. C'est là où nous avons eu quelques petits différends. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que, vous savez, je suis très sensible à ce qu'on fasse la différence entre histoire et histoire. Donc histoire avec un petit h et histoire avec un grand H. Or, le correcteur m'a mis que des petits h. Et pour avoir ma majuscule, je vous assure que ça a été compliqué. Donc j'ai réclamé qu'on me remette le H majuscule qui correspond aux événements historiques et également aux disciplines, alors que c'est différent d'un H minuscule qui est une petite histoire racontée, c'est-à-dire un récit. Ce n'est pas la même chose. Donc voilà, ça a été notre petit différent. Et j'ai eu aussi de grandes sensations émotionnelles au niveau de la couverture. Donc je l'avais déjà dit, mais je rappelle que la couverture et le titre appartiennent à l'éditeur, puisque ça c'est le côté un peu marketing, c'est l'enveloppe du livre, et eux, leur but c'est de le faire vendre. Donc pour cette histoire-là, par exemple, le titre c'était Le crayon et le fusil, et ils l'ont appelé Force de l'ombre. Pour cette histoire-ci, moi j'avais donné comme titre Les oubliés de la mémoire, mais je me doutais qu'on allait le changer tout simplement parce que, voilà, vous voyez, hop, Les oubliés de la mémoire, association civile homosexuelle du devoir de la mémoire. En gros, il y a une association qui existe déjà à ce nom-là. Et il existe, je pense, une thèse aussi qui s'appelle pareil. Donc on essaye d'éviter de donner les mêmes titres au roman. Donc globalement, je suis assez contente du coup de ce titre-là, parce que je trouve qu'ils m'ont gardé quand même le mot oublié. C'est plutôt pas mal. Et j'avais négocié un droit de regard sur la couverture, c'est-à-dire de pouvoir donner mon avis. Donc au départ, ils m'ont envoyé ça. Voilà. Une étoile de David. Ça m'a un peu heurtée, puisque j'ai renvoyé un message en disant le but c'est de parler pas que des juifs. Donc si vous mettez une étoile de David, il y a un problème. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé des images de référence, c'est-à-dire que je leur ai envoyé des types d'images qui pourraient aider. Et j'ai eu ça. Vous voyez la rose là? Je pense que j'aurais pu faire le même montage sur Paint, quand j'avais 12 ans. Donc je leur ai dit, peut-être que cette rose est un peu grosse, je ne sais pas, il faudrait soit la coucher, soit la mettre toute petite, soit l'enlever, tout simplement. Et on m'a répondu, oui, mais elle évoque l'espoir et l'espérance. Oui, mais non. Et après, il y a une autre amie qui m'a dit, en fait, cette rose, moi, elle m'évoque surtout la romance, donc elle doit mettre en avant, du coup, la romance de l'histoire. Et là, je me suis dit que c'était vraiment pas possible. C'était pas possible. Donc j'ai renvoyé un message à l'éditrice en disant, écoutez, si la rose, elle évoque une romance qu'il n'y a pas dans le livre, en fait, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ça ne correspond pas du tout au livre. Et après toutes ces péripéties, j'ai enfin eu une nouvelle couverture, qui cette fois-ci représente très bien l'univers du livre, puisque nous nous retrouvons avec le triangle rose des déportés homosexuels. On voit également qu'il s'agit bien d'un déporté, puisqu'il a son pyjama rayé, même si, petite anecdote d'ailleurs, tous les déportés ne portaient pas des tenues rayées. Hein. Dans tous les camps, c'est pas forcément la même tenue. Et surtout, on parle du coup du camp du Struthof, qui est le camp en France, qui est quand même le premier camp dans lequel ils vont au début. En tout cas, je suis très contente d'avoir ce livre parce que contrairement au précédent qui me touche beaucoup, j'aime beaucoup le livre d'avant, mais le livre d'avant il y a un rapport aussi intime et familial si vous voulez, alors que cette fois-ci c'est de la
alors pas de la pure fiction parce que c'est basé sur des témoignages, mais cette fois-ci j'ai pas autant d'affect, si vous voulez, que le précédent livre. Donc du coup là je me dis c'est chouette parce que les gens vont pouvoir me découvrir un petit peu autrement, et surtout ils vont pouvoir aussi découvrir une cause qui me tient particulièrement à cœur, parce que je pense que vous l'avez compris, comme le montrent très bien mes personnages préférés du coup d'un roman que j'ai créé à 4 mains avec Marion. Et je tenais vraiment à avoir un livre qui mette en avant le fait qu'il y a eu des déportés homosexuels durant la Seconde Guerre mondiale, parce que je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Après on parle également du coup des déportés de Zigan et en situation de handicap, mais c'est pas le cœur du livre, hein, je les mentionne, mais voilà, c'est un choix après que j'ai fait de plutôt parler du coup de l'histoire de Louis. J'espère en tout cas que cette histoire vous plaira parce que je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Je suis toujours très sensible et très émue du coup par les petits messages que je reçois sur Instagram ou ailleurs. Voilà, où vous venez me dire que vous avez apprécié ce que je fais. Voilà, c'est toujours très plaisant, sachez-le, de recevoir tout ça. Enfin, si vous voulez également continuer à me suivre ou à me lire, parce que à la base, moi, ce que j'aime faire et ce que j'aime écrire, c'est de la fantaisie. J'écris de l'historique, mais ce que j'aimerais vraiment, c'est de pouvoir surtout être publié sur des histoires pour la jeunesse et en fantaisie. Et j'écris du coup des histoires que vous pouvez retrouver, pour certaines, pas toutes, sur mon compte du coup Wattpad, que je vais mettre du coup en lien de cette vidéo. Donc vous pourrez par exemple aller suivre ma nouvelle histoire, que je poste un chapitre par semaine qui s'appelle Les voleurs de Paris, qui est dans un contexte du coup du 19e siècle, mais qui est de la fantaisie, ou d'autres types de textes que je pourrais être amenée à poster. Vous pouvez également aller me suivre si vous voulez sur mon compte auteur Instagram. La fille qui a 1,5 milliard de comptes, on sait plus quoi faire d'elle. Sinon, si vous êtes perdu, n'hésitez pas à aller voir mon site internet aussi, ça peut aider. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie du coup de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère vraiment que cette histoire vous plaira. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux enregistrements.